Bon, alors, juste, je vais vous demander, là, les gens qui sont à la table ronde, enfin comme d'habitude, ce que c'est qu'une table ronde, c'est quelque chose, de vous présenter très brièvement. Vous dites qui vous êtes, où vous êtes, comme ça, là. Vous, commencez, allez-y. D'accord, Antoine Messonnier, service interministériel des archives de France. Je suis adjoint au bureau, adjoint à la chef du bureau du contrôle et de la collecte des archives publiques. Nathalie Clot, directrice de la Bibliothèque universitaire d'Angers et à ce titre responsable du Centre des archives du féminisme. Julie Verlaine, maître de conférence à Paris 1 en histoire contemporaine et membre du CA d'Aulnay-Voisine. Pauline Fournier, Bibliothèque nationale de France. Je travaille au département de l'information bibliographique et numérique qui s'occupe des catalogues. Emmanuelle Giry, conservatrice aux archives nationales. Denise Olivier, conservatrice aux archives nationales, dans les fonds du département de la justice et de l'intérieur. Ah oui, et moi dans les fonds éducation, enseignement supérieur, recherche. À vous de jouer, à vous de jouer. C'est vous qui dirigez cette table ronde, alors à vous de jouer. Donc déjà, nous passerons également les remerciements d'usage. L'idée était de faire une table ronde sur les pratiques professionnelles des archivistes. Alors archivistes compris, non pas tant au sens de métier d'archiviste que de fonction archiviste, parce que vous avez repéré que nous avons autour de la table des gens qui viennent également du monde des bibliothèques, et c'est très important. Et enfin, à titre personnel, j'ai vraiment à cœur de travailler, travailler de plus en plus avec le monde des bibliothèques, parce que vous le savez tous, il y a des archives dans les services d'archives, il y a également des archives dans les bibliothèques. Le principe de base, de toute façon, c'est la dispersion des fonds. Et nous gérons tout, enfin, et nous avons, et il y a beaucoup de pratiques qui sont mises en place en bibliothèque, notamment sur tout ce qui est indexation, référentiel, notice d'autorité, etc., pour lesquelles nous devons nous inspirer de nos collègues bibliothécaires, parce que effectivement, la pratique en archives est encore assez réduite. Et les archives nationales ont d'ailleurs à ce sujet une vraie réflexion qui se passe autour de la personne de Florence Claveau, qui se fait vraiment main dans la main avec la Bibliothèque nationale de France. Juste un rappel, l'archiviste donc se voit confier 4 missions principales dans sa fonction ou son métier, qui sont les fonctions de collecter, donc c'est-à-dire amasser, c'est-à-dire collecter les archives, les faire venir, les constituer, aller les chercher auprès du producteur, les classer, donc avec, si besoin, la constitution, la mise en place de tri et de sélection dans un fond de ce qui est gardé ou non, donc avec un enjeu très important, et la restitution de l'ordre interne du fond, les conserver. Donc là, vous avez une illustration avec la visite de ce qu'un bâtiment comme celui-ci pouvait mettre en place pour la conservation des documents. Et enfin, les communiquer. Ce sont vraiment les 4 missions principales qu'on appelle souvent les 4C. Donc collecter, classer, conserver, communiquer, qui sont les fonctions dévolues aux archivistes. Et donc à ce sujet, nous avons choisi de faire venir autour de cette table des intervenants qui pouvaient nous présenter diverses... un bout de ces missions à chaque fois. Et nous voulions vous proposer de commencer la table ronde par une intervention donc, de Monsieur Messonnier, dont le bureau au sein des archives de France est chargé, entre autres, de rédiger les normes et les instructions, ce qu'on appelle les instructions de tri et de collecte, c'est-à-dire les normes de constitution des corpus. Et à terme, des corpus qui vont être utilisés dans la recherche. Parce que, oui, effectivement, il y a comme le rappelait d'ailleurs le texte qui était sur le programme, une constitution par les archivistes des corpus documentaires. Je cède donc la parole à Antoine. J'ai oublié de... On rappelle simplement à chaque intervenant qu'il dispose d'une dizaine de minutes pour présenter l'essentiel de leur mission et de leur réflexion sur cette articulation entre archives et questions de genre, et que nous ouvrirons ensuite la discussion à la salle, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci merci à l'association Mnemosyne et aux Archives nationales
m'avoir invité et de m'accueillir. Alors, présentation très rapide, je voulais rappeler en fait quelle est un peu l'origine juridique de la mission qu'a décrite Emmanuel. En fait, donc en droit français, on considère et on définit, le Code du patrimoine définit ce que sont les archives publiques émanant des entités publiques, des administrations et des établissements privés ou personnes privées chargées d'une mission de service public. Et c'est sur ces archives publiques en fait que pèse un certain nombre d'obligations, en particulier une obligation de versement. Les administrations, passées une certaine durée, doivent absolument les verser à un service public d'archives, donc dans un réseau identifié. Pour avoir une cohérence sur la politique de collecte de ces archives, parce que nous ne pouvons malheureusement pas tout conserver. Pour vous donner un exemple à la louche, hein, mais en général on considère qu'il y a à peu près 500 km linéaires d'archives dans le réseau des archives départementales sur le territoire français qui sont éliminées chaque année de manière contrôlée pour une collecte de moins d'environ 40 à 50 km linéaires. Donc à peu près 10% actuellement est conservé chaque année. Pour vous donner une idée de ce que ça représente comme masse et justement la pertinence matérielle de la question de l'évaluation et de la sélection des archives publiques. Pour avoir une cohérence dans cette sélection et une continuité ainsi qu'une pertinence et tendre à une certaine objectivité, le Code du patrimoine définit également ce que l'on appelle le contrôle scientifique et technique sur les archives publiques, c'est-à-dire que une sorte de référent, des services ont une compétence particulière sur ces archives publiques pour déterminer justement celles qui peuvent être détruites et celles qui doivent être conservées ad vitam aeternam pour l'histoire, mais on va voir également pour d'autres raisons également. Alors, je suis obligé de faire une impasse rapide parce que finalement elles concernent une faible part, mais elles sont quand même importantes en termes de richesse de fonds. Ce sont les archives dites privées que les services publics d'archives peuvent également collecter, mais dans un cadre beaucoup plus libre, contractuel. Pour vous donner une idée, en 2013, l'ensemble du réseau des archives de France avait collecté 8 km linéaires d'archives privées pour 86 d'archives publiques. Donc c'est une part un peu plus faible. Présenter rapidement le réseau justement de ces services publics d'archives. On a 3 services ou directions de pilotage. Le service interministériel des archives de France qui a compétence sur l'ensemble de l'administration, même si c'est une administration du ministère de la Culture, elle a une vocation interministérielle. À l'exception du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense qui ont des départements et des directions spécialisées et qui ne dépendent pas de son autorité. Ensuite, vous avez 4 opérateurs nationaux, 3 opérateurs dépendants du SIAF, les Archives nationales, où vous êtes, avec ces 3 sites, les Archives nationales du monde du travail à Roubaix et les Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Et un opérateur de la Défense, le service historique de la Défense à Vincennes, qui est l'équivalent des Archives nationales pour le département ministériel de la Défense. Ensuite, vous avez un réseau territorial d'archives qui se décline avec les archives départementales qui ont cette mission de contrôle scientifique et technique, et puis ensuite les archives des collectivités territoriales, des autres collectivités que sont les archives communales et régionales qui bénéficient d'une exception à l'obligation de versement que j'indiquais plus haut, c'est-à-dire qu'elles sont habilitées à conserver elles-mêmes leurs archives historiques. Et j'oubliais les missions, dont on parle de mission des archives et des archivistes missionnaires ou responsables des missions, qui sont au sein de chaque ministère, on va dire nos postes avancés et qui ont la même fonction que les archives départementales sur le territoire, c'est-à-dire qu'ils autorisent et exercent le contrôle scientifique et technique sur les archives des ministères en centrale, préparent la collecte avant versement aux archives nationales. Une fois que j'ai présenté ce cadre général, j'en viens effectivement à ce qui fait le cœur de mon métier, donc ce qui est la première partie de, on va dire les premières étapes du cycle de vie d'un document d'archives, c'est-à-dire la collecte et le contrôle. Et effectivement, les fameuses circulaires de tri ou préconisations de tri, comme on les appelle maintenant, qui sont édictées par mon service. Effectivement, c'est elles qui permettent d'encadrer la collecte et d'essayer de diminuer le risque d'erreur en, dans un processus qui vise à obtenir un consensus entre professionnels et justement à tendre à une objectivité. On le disait tout à l'heure, on est chacun, à mon avis, effectivement bien imprégné par son époque et l'histoire de son temps. Je pourrais parler peut-être plutôt d'intersubjectivité qui vise à diminuer le risque d'erreur. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, enfin à peu près. Je vais vous montrer une des circulaires qu'on a. En fait, je voulais vous montrer basiquement une circulaire qu'on a en cours de préparation sur les archives des services déconcentrés, ministère du Travail, ministère des Finances, qu'on appelle également direct dans le jargon administratif.
Alors, voilà à quoi ressemble un tableau de tri. Alors, je vais pas forcément... Hop, je crois que là, j'en avais un qui... Voilà à quoi représente un tableau de tri en cours de constitution. L'idée étant de montrer que les différentes étapes, en fait, on constitue ce tableau d'abord au niveau du service interministériel des Archives de France par un dépouillement des textes juridiques, donc actuellement ce qui consiste en une lecture non pas in extenso mais quasiment du Code du travail, très, très agréable. Le but étant d'en déduire à partir de là les documents qui sont produits, qu'on compare avec également les tableaux de gestion qui ont déjà été faits sur le terrain, donc en fait l'équivalent, mais avec une vocation beaucoup plus locale, par les archivistes du terrain, les archives départementales, dans le cas précis, ici. Donc qui ont listé toutes les typologies documentaires produites. On compare, donc là en fait ce que vous avez en jaune notamment, ouais, c'est assez gros. Ce que vous avez surligné en jaune, en fait, c'est tous les durées de conservation qu'on appelle DUA dans le jargon, durée d'utilité administrative, ce qui figure là dans la version aboutie, on va dire, qui avait été choisi par les différentes archives départementales, le SF pour sort final, c'est-à-dire est-ce qu'on détruit ou est-ce qu'on conserve à l'issue de la durée d'utilité administrative. Donc on compile les décisions qui ont été prises par les collègues localement en fonction des documents qu'ils avaient vus et des discussions avec les administrations. Nous, on commence à voir à partir des textes juridiques ce qui semble le plus cohérent pour trancher, parce qu'effectivement, quelquefois, on n'a pas tout à fait la même appréciation sur le terrain. On commence à réfléchir également au sort final qu'on propose. Ça, c'est la première, on va dire, la première étape. Ensuite, ces circulaires font toujours l'objet d'un débat collégial. Là encore, on est dans une limitation du risque, hein, le but étant que chaque expert puisse exprimer son point de vue et comme on pourrait dire, on lève un peu tous les lièvres, les difficultés, donc à la fois en termes de risque juridique, mais également en termes de risque de perte de données à vocation historique. Donc on réunit en fait un groupe de travail qui réunit en général essentiellement quelques archivistes qui ont déjà travaillé sur le sujet. Le but étant d'avoir un groupe qui soit plutôt réduit pour pouvoir avoir un échange de points de vue, une pluralité de points de vue, mais en même temps une efficacité dans les décisions prises, étant donné qu'on doit lister. Donc là, on a 47 pages de circulaire, c'est juste la première partie. Vous en avez 3 dans cette circulaire. Donc en tout, je pense qu'on va avoir une circulaire qui va aboutir à plus de 100 pages. La circulaire commune qu'on a sortie en septembre 2014 fait 200 pages. Donc vous avez en général, comme c'est la typologie près, un certain nombre de typologies. Le but donc est de les passer en revue et de voir si on est d'accord sur les DUA et les sorts finaux. Bien évidemment, c'est surtout à ce moment-là de l'échange qu'on va échanger sur l'intérêt de la conservation à titre historique, ce qui va devenir une conservation ad vitam aeternam pour la société dans les services publics d'archives. Donc toujours quand même avoir en tête aussi l'impact que ça a. Et enfin, il y a en général un travail dans un deuxième cercle, pour élargir un petit peu, puisque là on est sur un groupe assez réduit, c'est que chaque archiviste membre de ce groupe va travailler, lui, avec son service producteur, donc ce qu'on appelle le service producteur, donc là par exemple, les personnes qui travaillent en direct, inspecteurs du travail, chargés de la répression des fraudes, etc., ces contacts habituels, pour échanger sur tel ou tel problème qu'on a rencontré au cours du tableau de gestion, voire lui soumettre le tableau de gestion, et puis aussi avec les archivistes de son département, de sa région, pour échanger et augmenter un petit peu aussi les échanges professionnels et diminuer le risque d'erreur. Alors bien évidemment, on couvre pas tout. Alors toutes nos circulaires sont en ligne, disponibles gratuitement sur le site du service interministériel des Archives de France. Pas évident à trouver, je dois dire qu'au niveau indexation, on pourrait faire un effort aussi. Donc pas évident à trouver, mais donc sur le site www.archivesdefrance.culture.gouv.fr, rubrique Records Management et Collect, dans Gérer les archives. Voilà. Donc on a listé dernièrement, on est en train de prévoir d'ailleurs une amélioration de la présentation. Donc on a plus depuis le début où on a créé des circulaires, donc au début plutôt des textes normatifs sur les archives au début du XXe siècle. On en est à, je crois, mes collègues ont fait un bilan. 500 textes à peu près de ce type-là sur juste le tri des archives. Et donc on a fait un bilan pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ceux qui étaient encore en cours, obsolètes et ou passés. Il arrive effectivement que malgré ces 500 textes, c'est en fait assez régulier, hein, des domaines entiers de l'administration ne soient pas couverts par ces circulaires de tri. Dans ces cas-là, en fait, c'est l'archiviste qui est, sur un modèle décentralisé, l'archiviste qui est responsable du contrôle scientifique et technique sur ce domaine administratif ou cette administration qui va décider de ces mêmes DUA, les fixer dans des tableaux de gestion, en général avec son équipe.
pour tout de même améliorer et permettre un peu un échange horizontal entre ces différentes, entre les collègues et justement toujours diminuer le risque d'erreur, le SIAF a mis à disposition un espace collaboratif où les gens échangent ces tableaux de gestion, donc ce qui est un peu l'étape préalable à la rédaction des circulaires. Et d'ailleurs, ce sur quoi nous, en centrale, on peut s'appuyer pour préparer de futurs circulaires. Et bien sûr, je voulais terminer là-dessus, nous avons aussi... alors, c'est vrai plutôt que... Comment dire, comme vous le voyez, je passe assez vite, mais les enjeux juridiques qui sont derrière la conservation des archives, surtout pendant la période qu'on appelle durée d'utilité administrative, sont déjà tellement importants qu'on avait remarqué que quelquefois, le passage au moment de l'évaluation du sort final, donc est quand même aussi important, est parfois fait plus rapidement. Donc le service interministériel des archives de France, avec les deux autres départements de la défense et des affaires étrangères, a réfléchi à un cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des archives publiques, qui donc est sorti, qui est publié en juillet 2014, également en ligne. Ce cadre, en fait, dans une annexe, fait ce qui n'avait jamais été fait sous cette forme dans la littérature professionnelle, une grille, une sorte de checklist de l'ensemble des critères à avoir en tête avant une évaluation pour décider du sort final d'un document d'archive. Cette liste, en outre, justement pour augmenter la documentation et la transparence des décisions prises par l'administration, fait le lien avec nos normes de description, les normes ISAR, ISAG, ISDF, ISDIA, en disant en fait où les témoignages, la documentation de nos décisions doit être mis dans les inventaires. Bien évidemment, ça c'est sorti en juillet 2014, c'est un gros travail après en termes archivistiques de pouvoir aboutir à cette documentation. Donc je pense que c'est là encore un champ de travail à explorer et à améliorer pour nous. Merci beaucoup.